Bonjour, je vous salue avec beaucoup de plaisir pour cette septième conférence du Cercle des managers de l'immobilier. Alors, c'est la dernière hebdomadaire, c'est-à-dire que ça y est, nous sommes sortis du confinement, même si, et ce sera dit tout à l'heure, parce que ça rejoint le thème de notre débat, c'est un déconfinement progressif et donc bien des choses se stabilisent, en particulier dans la vie des entreprises et dans les modalités de travail. On a fait le choix aujourd'hui d'avoir un thème qui, comme tous ces précédents, colle avec l'actualité. On va donc se demander si ces modalités que, sous l'empire de la nécessité, on a fait évoluer très soudainement dans les cabinets d'administration de biens, dans les agences immobilières, ont finalement modifié de manière structurelle la manière de travailler dans les entreprises de services à l'immobilier, ou si le naturel va revenir au galop et si on était dans du conjoncturel, peut-être du conjoncturel long, qui durerait encore quelques mois, mais qui ne modifierait pas fondamentalement notre vision de la manière d'apporter le service et de nous organiser au sein des entreprises. Voilà. Alors, pour parler de ce sujet, qui d'évidence vous intéresse tout autant que les précédents, nous avons plus de 700 participants au moment où nous parlons. On n'a pas les scores de participation que nous avions pendant le confinement, c'est bien naturel. On a changé d'heure pour rendre néanmoins cette réunion plus attractive, y compris pour ceux qui ont repris le travail physique. Mais 700 participants, c'est considérable. Et vous savez qu'ensuite, d'ailleurs, on met en ligne ce débat et que vous pourrez le retrouver pour ceux qui ne l'auraient pas suivi sur la chaîne YouTube de l'UNIS du Grand Paris. Alors, je cite l'UNIS du Grand Paris, ce sont ces dirigeants qui ont eu, et je me suis associé avec beaucoup d'enthousiasme à cette initiative, qui ont eu l'idée de ce cercle des managers qui a vocation à ouvrir des débats de manière très écuménique, très large, avec des figures de la profession, avec les meilleurs experts. Je vais vous les présenter. On a aujourd'hui des patrons, des responsables d'entreprise, puisqu'on va parler de la manière de marcher des cabinets et des agences dans les mois, peut-être dans les années qui viennent, si bel et bien on doit acter qu'il y a eu des ruptures en quelques semaines. Je salue d'abord, ils sont ensemble. Alors, en fait, je leur ai dit, on en a deux pour le prix d'un. On a le directeur général du groupe Citia, Frédéric Chaminade, que je salue avec beaucoup de plaisir. D'autant que il est, à mes yeux, une grande vertu, c'est qu'il est diplômé de l'IPSI. Je le dis avec plaisir. C'est vrai. Quelque chose pour s'en passer. Il faut pas que ça passe. Et puis je dis aussi, c'est très important, là aussi, on a, en fait, en la personne de Frédéric, on en a trois pour le prix d'un, parce qu'il va nous parler du groupe Citia et de ce qu'on imagine, c'est-à-dire l'administration de biens, la transaction sous cette enseigne-là, mais aussi deux réseaux de transactions et de franchises de transactions importantes qui sont désormais dans le giron, dans lesquels il a aussi des responsabilités. Et il pourrait même parler d'ailleurs aussi d'une quatrième enseigne, qui est un réseau de mandataires. Ils ont été très présents dans les autres réunions. C'était un vrai sujet. Les indépendants, par rapport à ces évolutions, évidemment, sont une cible particulière aussi. Donc, on pourra aussi parler de cette quatrième enseigne. À son côté, le directeur général adjoint du groupe Citia, qui est Stéphane Glucksmann. Alors Stéphane, il est diplômé d'une autre école qui m'est chère, qui a donné pas mal de talent à l'immobilier. Allez, je le dis, c'est l'IDREA, qui est une institution, un institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole, mais beaucoup de ces diplômés vont vers les affaires foncières et vers l'immobilier. C'est le chemin qu'il avait pris à l'époque, donc je le dis aussi. Et j'ajoute que Stéphane est aussi administrateur de Gallian, qui est le garant de référence proche de la famille FNAIM. Donc, il a aussi, à ce titre-là, d'ailleurs, une vision assez panoramique de l'organisation des entreprises, parce qu'un garant, c'est
établissement qui sécurise. Il a aussi un regard attentif. Donc, Stéphane, je te salue aussi. Voilà. Messieurs, merci parce que voilà, c'est magnifique. D'abord, vous êtes costumés. Je ne sais pas si vous êtes restés pendant… Depuis lundi. Voilà. Costumé, mais pas grimé. Hein. Et puis vous respectez le maître entre vous deux. Hein, donc, tout ça est parfait. Très, très bien. Alors, les autres sont seuls. Je ne sais pas si dans leur bureau ou chez eux. Allez, je vais saluer d'abord Éric Laurent, qui est là parce que je l'ai déjà vu tout à l'heure. Éric. Oui, je suis là. Bonsoir. Bonjour Éric. Bon, très chic aussi. C'est un autre style. Alors, Éric, bon, allez, on va dire que c'est un grand spécialiste de l'administration de biens. Il a fait ces métiers-là, il les a managés au service de grandes enseignes. Et alors, il est aujourd'hui au service toujours d'une grande enseigne qui évoque d'abord la promotion construction, mais qui s'est diversifiée dans l'administration de biens et la transaction depuis quelques années. Et Éric, tu en es le patron, le pilote de ces activités de service, c'est le groupe Pichet, un groupe du Sud-Ouest, mais qui est une enseigne nationale désormais. Absolument, oui. Depuis 2015. Voilà. Et alors toi, puisqu'on n'est pas obligé de parler de diplôme, mais là je vais encore le faire parce que tu es diplômé de l'ESPI et que voilà, j'ai un lien affectueux aussi avec cette école de manière confraternelle et historique parce que je l'ai présidée il y a quelques années, donc, voilà, donc je la cite volontiers. Le dernier débatteur parmi les invités, s'entend, professionnel, José de Jean Mathéo. José, je ne t'ai pas vu, mais je pense que tu es là. Je suis là, bonjour. Alors, je ne te vois pas, je t'entends d'ailleurs faiblement. Est-ce que tu m'entends ? Ah, voilà, c'est mieux. Je ne t'entends toujours pas. Tu m'entends maintenant ? Oui, pas très fort. Je ne sais pas s'il y a un réglage à faire. Si c'est le cas. Voilà, peut-être que comme ça, c'est mieux, c'est plus pratique. Oui, c'est déjà un peu mieux, tout à fait. Oui. Donc, José, tu es dans ta salle de sport, visiblement, puisqu'on voit un vélo derrière. C'est ça. Je suis revenu dans ma zone de confinement. Voilà. Bon, parfait. Pour vous montrer que il fallait joindre à la fois le physique et la tête et les jambes, parce que… Tout ça est juste. Fallait tenir. Tout ça est juste. Alors, José, tu représentes une enseigne qu'on a déjà mise à contribution très récemment dans l'un de nos débats avec la participation du président de Procivis, Yannick Borde. Donc, tu es chez Procivis, qui est un grand acteur intégrateur en matière d'immobilier, le patron, le responsable des activités d'administration de biens et de transactions. On peut évoquer la marque que tout le monde a en tête, parce que Procivis n'est pas forcément connu, mais Immo de France, c'est ce qu'on voit dans les rues de nos villes, donc on vous connaît bien, voilà, et sur les produits dérivés, si on a la chance d'en avoir. Merci beaucoup, José. Toi, je ne parlerai pas de ta formation, tu es un ancien banquier, tu as une formation de financier, de spécialiste de la banque, et depuis, tu as aussi servi largement l'administration de biens, donc tu es un connaisseur. Alors, cette fois-ci, je vais aussi vous présenter un autre invité. Il n'est pas l'un des vôtres, je veux dire qu'il ne pilote pas une entreprise d'administration de biens ou de transactions. Il est à la tête d'une entreprise qui s'occupe de maintenance dans l'univers des ascenseurs et en ayant un large recours au digital d'ailleurs, une entreprise qu'il a créée, c'est Augustin Cellier. Je l'accueille volontiers. Il est le patron de Uptime. Augustin. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, oui. Alors, Augustin, vous êtes avec nous. Bon, le seul fait d'être dans l'écosystème pourrait suffire, mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Vous avez réalisé, vous vous intéressez évidemment à la vie de vos clients, à leur manière de s'organiser. Ce sont des administrateurs de biens et syndic de copropriété, gestionnaires locatifs. Vous avez voulu concourir à ce débat en menant une enquête de terrain. Vous allez nous en présenter à l'ouverture les résultats. Je peux bien dire que sous embargo, il y a quelques heures, je l'ai envoyé à nos débatteurs. Je ne sais pas s'ils auront le temps de l'ouvrir. En tout cas, ils seront attentifs à ce que vous allez nous présenter et ils réagiront. Ils pourront être d'accord ou ne pas être d'accord. En tout cas, cette enquête, elle a été faite sérieusement, elle donne des éléments. Je m'empresse d'ailleurs de dire que cette enquête,
vous pourrez l'obtenir en vous mettant sur le site du Cercle des managers d'immobilier, qui est ouvert depuis quelques jours, et en vous inscrivant, vous recevrez l'enquête pour pouvoir la regarder plus attentivement après ce débat. Je passe la parole, maintenant que j'ai présenté nos invités, à ceux qui invitent avec moi. Ce sont les dirigeants de l'UNIS du Grand Paris, sa présidente, Émilie Jousset, et ses deux présidents délégués que sont François-Emmanuel Borel et Benjamin Darmouni. Le mot d'abord à la présidente, et puis ensuite à ses deux confrères, et puis je vous mettrai à la question. Merci Henri pour cette belle présentation. Effectivement, comme vous le savez, on a voulu, dans la nomination et la création de ce cercle des managers de l'immobilier, accompagner donc tous les professionnels de l'IMO pendant la crise. Et aujourd'hui, c'est déjà la 7e conférence hebdomadaire. Comme tu l'as dit Henri, on passe à un rythme mensuel. Donc la prochaine aura lieu le 2 juin, mais je leur dirai en fin de conférence. Effectivement, on a aussi créé un site internet parce qu'on a voulu mettre à disposition de tous les participants intervenants et professionnels au sens large du terme dans l'immobilier, toutes les conférences, toutes les coordonnées, les intervenants qui étaient venus. Et voilà, aujourd'hui, on passe un pas de plus en ayant fait ce sondage et Augustin Sellé va nous le présenter. Pour nourrir en fait la réflexion qu'on souhaite, puisque ce site doit être un lieu et un lien d'ailleurs, d'échange, d'idées, de contacts et surtout de propositions, des idées sur tous les sujets pour tant les prochaines conférences que éventuellement faire des nouvelles propositions de débats et de mesures à porter auprès des pouvoirs publics, comme c'est le rôle d'un syndicat comme l'UNIS. On veut évidemment insister sur notre souhait d'élargir ce cercle de réflexion, qui ne soit pas juste cantonné à l'UNIS, puisqu'on a vu à chaque conférence le nombre de participants augmenter de façon exponentielle et d'horizons très divers. Et du coup, tous les domaines de l'immobilier ont été traités et la crise les a tous touchés. Donc du coup, on souhaite en fait intervenir sur toute la chaîne de tous les acteurs de l'immobilier, continuer sur cette lancée, réfléchir ensemble de manière globale notamment. Voilà, c'est l'objet premier de nos débats dont ce soir et on espère que cette adaptabilité et on pourra envisager ensemble les changements. Voilà, je laisse Benjamin et François-Emmanuel Il faut un ordre. l'explication de la volonté qu'on a de ces réponses et de ce débat. Comme Émilie l'a très justement dit, nos conférences réunissent tous les professionnels du monde de l'immobilier et la preuve en est avec la présence d'Augustin, que je remercie vivement de son aide au travers de la réalisation de l'enquête, parce qu'il y a beaucoup contribué et il a accompagné notre cercle. La question qu'on se pose, c'est comment allons vivre l'après-Covid-19 ? Comment allons-nous appréhender l'évolution de nos professions avec le digital ? Allons-nous conserver nos habitudes de travail ou les faire évoluer ? Toutes ces questions, vous nous avez aidés à y répondre en participant à notre enquête. Et en ça, nous vous en remercions parce que ça nous a apporté beaucoup d'informations. Nous avons su nous adapter tout en laissant l'humain au cœur de nos professions et surtout, le lien avec nos clients pendant cette crise a été extrêmement important et ils étaient extrêmement demandeurs de pouvoir continuer à travailler avec nous dans l'intérêt de leur patrimoine. Nous sommes réunis donc aujourd'hui pour analyser la situation et savoir comment nous vivrons l'après-Covid-19. C'est la réponse auxquelles nous allons essayer de répondre tous ensemble. Bon, vous voyez que les arrière-plans varient d'une personne à l'autre. Hein. Benjamin Darmouni est devant un coffre-fort d'administrateur de biens parisien. Voilà. On passe à François-Emmanuel, au personnel peut-être. François-Emmanuel Borel, dernier représentant de la puissance invitante. Et ensuite, on va regarder les résultats. Et comme un vrai syndic, moi je suis dans une salle d'assemble générale. Voilà. Moi, je suis à cette règle.
Tu parlais des formations. Je voulais rendre hommage au directeur de mon ancien troisième cycle, qui était le professeur Philippe Malinvaux, qui nous a quittés il y a à peine un mois et qui animait avec talent cet enseignement, qui a connu beaucoup de professionnels que nous connaissons aussi autour de nous. Voilà. Je pense que c'était un mot qui était nécessaire. Justement, tous les métiers sont représentés aujourd'hui. Le monde de demain, finalement, ressemble beaucoup à celui d'hier, sur les 48 dernières heures en toute état de cause. Et j'étais impatient de savoir ce que les représentants de ces grandes enseignes pouvaient nous apprendre, parce qu'ils ont nécessairement plus de recul que nos structures, parfois plus petites, et qui sont avec plus de contingence, on va dire, matérielle. Donc, leur recul sur l'activité, à mon avis, nous apprendra beaucoup aujourd'hui. Merci beaucoup François-Emmanuel. Augustin, tu as la parole. Allez, on s'est dit qu'un quart d'heure pour présenter ces résultats qui pourront être regardés attentivement ensuite, je l'ai dit, mais dont tu vas extraire les principaux chiffres, les principales données pour que le débat soit de manière très naturelle lancé et que je fasse réagir à ce qui s'est dit nos responsables d'entreprise. À toi. Merci Henri, merci à tous d'être présents et tous avec envie pour répondre aux questions qu'on se pose sur demain. Alors l'enquête, on l'a réalisée sur l'échantillon des membres du Cercle de l'immobilier. Et j'espère que tous voient les slides. On a eu un très bon taux de réponse. On a plus de 500 répondants sur un échantillon de 5000 personnes. Donc, c'est un excellent taux de réponse, ce qui prouve justement l'envie de chacun de se projeter dans le monde de demain et de comprendre la différence avec ce qu'il a vécu les dernières semaines et ce qu'il avait vécu avant le Covid-19. Si on regarde très rapidement l'échantillon, parmi les répondants, on a un très bon équilibre entre les ADB et la transaction. On est sur du 50-50 pile poil. Il y a un point qui est important parmi les acteurs de la transaction, c'est qu'on a une partie assez importante d'agents commerciaux qui sont indépendants sous l'enseigne d'un réseau. Donc, ils sont un peu en surpondération, ce qui pourra éventuellement biaiser certaines réponses par la suite. Après, nous avons regardé aussi la répartition en termes d'acteurs par taille, parce qu'on sait tous que envisager l'après-Covid, ce n'est pas pareil quand on est 4-5 dans un cabinet ou dans une agence ou quand on est un réseau national. On a ici des équilibres assez différents selon les métiers. En administration de biens, on est plutôt à 45% sur les petits acteurs, tandis que sur la transaction, la proportion de petits acteurs est nettement plus importante. Donc ça, c'est pour vous donner rapidement l'aperçu des répondants. Ce sont des questions que l'on a posées par Internet sur les 3 derniers jours. Donc, ça a eu lieu du 7 mai au 10 mai, donc c'est vraiment tout frais, juste avant la reprise. Alors, est-ce que les acteurs reprennent? Est-ce que les acteurs immobiliers reprennent? La réponse semble être oui, très clairement. On a 88% des répondants qui disent être ouverts là depuis hier, depuis lundi 11 mai. Donc, c'est une écrasante majorité. Et si on ajoute ceux qui ont prévu d'ouvrir en juin, on est à 92%. Donc, clairement, tout le monde reprend et j'oserais imaginer que tout le monde avait un peu hâte aussi de reprendre cette activité. Alors, il y a tout de même 24% des répondants qui disaient n'avoir jamais fermé, ce qui peut éventuellement s'expliquer s'il y a certains acteurs qui ont répondu qui n'ont pas forcément de point de vente physique quand ils sont agents immobiliers et que donc l'ouverture n'implique pas forcément de recevoir tout de suite du public dans une agence ou dans un cabinet. Parmi ceux qui reprennent, et ça c'est une statistique qui nous a aussi impressionné, il y a 75% des gens qui prévoient de reprendre à temps plein dès hier, lundi 11 mai. Donc c'est une reprise qui est très dynamique. Et là, un peu différent, avec les recommandations gouvernementales, je pense qu'on s'attendait à un chiffre un peu plus élevé. Seulement 56% des répondants prévoient de continuer à utiliser le télétravail dans le cadre de cette reprise. Donc, on envisage un retour assez massif dans les bureaux d'après ce sondage, ce qui sert déjà un peu de tremplin, je pense, à la discussion. Si on se demande après, alors les acteurs vont reprendre, mais que vont-ils faire? Quelles sont leurs priorités? Une grosse tendance qui ressort,
c'est que le contact physique est encore très craint. Donc, dans les activités reprises, on a une faible reprise de tout contact avec l'extérieur. Que ce soit avec les clients, où on a un peu plus de 60% des répondants qui pensent reprendre les rendez-vous clients. Donc, il y a quand même quasiment 40% des gens qui ne pensent pas faire de rendez-vous clients dans les semaines et les mois qui viennent. Pareil pour les prestataires, on a un taux très faible de répondants qui pensent aller retourner voir leur prestataire. Autre statistique assez impressionnante, des visites de biens vides ne seraient donc effectuées que dans 63% des cas, ou envisagées dans 63% des cas, alors qu'un bien vide, on ne s'attend pas à y croiser grand monde, donc a priori le risque de transmission du virus est quand même assez faible. Les visites de biens occupés, moins de 50%, et les signatures en présentiel, pareil, moins de 50%. Donc on est sur une dynamique où la reprise a peur du contact physique. Ici, j'ai souhaité mettre en lumière une différence qui est forte entre les deux métiers, où la transaction, elle, prévoit nettement plus de reprendre ces contacts-là, où on a des taux de réponse qui sont plutôt à 80% sur certains de ces points. Je suppose qu'on peut faire une hypothèse sur le fait que ce soit lié à la structure du métier, qui implique d'être plus sur le terrain et plus au contact, je ne sais pas, ou à la priorité des différents acteurs entre les activités qu'ils souhaitent reprendre lors de ce déconfinement. Le débat nous en dira plus, j'espère. Ensuite, une fois qu'on se dit il y a une reprise qui est dynamique, cette dernière a peur du contact, posons-nous la question, est-ce que cela va être compensé par des mesures de digitalisation? Est-ce que les acteurs se disent je vais moins voir les gens, donc je les verrai plus entre guillemets en digital? Eh bien, pas vraiment. Si on regarde exactement les mêmes questions que vous avez là à gauche du slide, et qu'on met ensuite en lumière des mesures de digitalisation. La question qui était posée lors du sondage, c'était quelles mesures de digitalisation allez-vous mettre en place de manière définitive? Ce qu'on voit là, c'est qu'il n'y a pas forcément un raz-de-marée, une ivresse, une volonté forte de mettre en place ces mesures digitales pour compenser la baisse de contact. Par exemple, pour les rendez-vous clients ou les rendez-vous prestataires, l'initiative de visio avec ses clients bailleurs ou de faire des visioconférences avec ses prestataires est très peu suivie. On est à 35%, 28%. Ou alors, les visites de biens, qui soient vides ou occupées, qui sont encore pas très suivies non plus, on n'est qu'à 48% de volonté de garder la visite virtuelle définitivement ou de la mettre en place définitivement. Pareil pour les signatures. On pourrait estimer que le bail numérique, qui évite justement une signature en présentiel, soit fortement repris. Ce n'est pas le cas. On n'a que 25% qui ont souhaité l'envisager au long terme. Donc là, on a déjà un peu un aperçu qui nous dit est-ce que le monde de demain ne va pas être un peu comme le monde d'hier, mais avec une activité plus compliquée parce qu'il y a moins de contacts. Ce qui, en soi, pour le dynamisme économique, n'est pas forcément rassurant. Ensuite, nous avons souhaité faire deux points de focus parmi les réponses qu'on a reçues sur les deux métiers. En transaction, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on avait des taux de réponse positive sur les mesures de prévention dans la rouverture des bureaux et les mesures de digitalisation qui étaient nettement plus bas qu'en administration de biens. Alors, est-ce que c'est parce que les acteurs sont justement plus petits en majorité? Est-ce que c'est lié à la structure du métier? Pareil, je pense que ce sont des questions ouvertes, mais on voit très clairement, par exemple, que le télétravail ne pense être continué qu'à 45%, ou que la dématérialisation de la comptabilité n'est considérée comme indispensable que dans 20% des cas, ce qui évidemment paraît assez faible compte tenu du contexte. Côté administration de biens, la tendance qu'on a pu ressortir, c'est un certain fossé entre ceux qui pensent digitaliser et qui vont y aller sur de très nombreux thèmes, et ceux qui ne semblent pas, parce qu'on est plutôt sur une sorte de 50-50 parmi les répondants. Donc, on aurait une partie des ADB qui pousserait fortement la digitalisation, la dématérialisation des différents flux, et une autre qui ne serait pas encore dans cette tendance,
Et ça, peut-être que demain, ça fera un fossé fort entre les différents acteurs, ceux qui seront devenus plus digitaux et d'autres non. Donc là, on le voit bien sur des questions et des réponses qui sont spécifiques aux ADB, comme le paiement dématérialisé des charges de copropriété, comme l'enregistrement des extranets de copropriété. On est encore sur des réponses qui sont eh bien à 60-40 ou à 50-50. Donc, on n'a pas d'unanimité sur le fait que ces mesures soient indispensables. Ce qui, une fois de plus, compte tenu du contexte et un peu de l'ivresse que l'on voit dans les médias et dans les différents débats sur le télétravail va complètement redéfinir notre façon de travailler demain, ça ne se voit pas, on va dire, dans les réponses au sondage. Et enfin, un dernier point qu'on a voulu mettre en lumière parce que c'est la question de nombreuses personnes, notamment des clients finaux. Que va-t-il se passer pour les âgés? Eh bien, pour les âgés, si on prend l'échantillon ADB, nous avons quand même presque 40% des acteurs qui, à ce stade, ne les planifient pas. Donc, ne les planifient pas encore, même en 2020, n'envisagent pas forcément de les faire d'ici la fin de l'année civile. Et on a 46% qui prévoient de les faire entre maintenant et la fin de l'année civile. Parmi ces répondants, on a encore une grande majorité qui prévoit de les faire en présentiel, avec éventuellement l'adjonction d'un vote par correspondance ou de la visioconférence, mais avec une structure de base en présentiel. Voici pour les résultats du sondage. Merci beaucoup, Augustin. Merci beaucoup. Voilà, ça y est, je remercie Augustin que je vois en plein écran. Encore une fois, cette enquête apporte déjà un certain nombre de réponses, et puis moi je trouve qu'elle pose beaucoup de questions. Bon, déjà je fais remarquer qu'on n'a pas d'historique, c'est la première du genre, et les taux qu'on peut trouver faibles d'adhésion aux nouvelles solutions, aux nouveaux modes d'organisation, peut-être aurait-il été infiniment plus bas il y a 2 mois ou 3 mois. Donc, en tout cas, c'est la photographie à l'instant T, prise très récemment, développée très récemment, de ce que pensent plus de 500 professionnels. Frédéric et Stéphane, on va parler du groupe Citia. Alors, vous avez plusieurs points d'observation. Il y a le groupe, je le disais, il y a aussi 2 réseaux de franchisés de première importance, que sont La Forêt et Yoke, et puis un réseau de mandataires, organisation particulière, je vais mettre de côté pour l'instant, organisation d'indépendants, d'agents commerciaux indépendants dans l'univers de la transaction. Parlons déjà du groupe et peut-être en même temps aussi des 2 réseaux, parce qu'il y a des points communs. On va mettre de côté la transaction, parlons tout de suite de l'administration de biens, métier historique et central de Citia. Comment avez-vous vécu ces 2 mois en termes de recours au digital, en termes d'organisation? Il y a eu des outils très naturellement employés par les entreprises, c'est le passage à temps partiel et c'est le télétravail. Dites-nous quel recours vous y avez eu. Est-ce que, je vais loin, mais j'aimerais qu'on aille jusque-là, est-ce que les nouveaux modes d'exercice vous ont donné des idées de nouvelle organisation, peut-être de réduction d'effectifs, de rationalisation ou de changement de fonction et de requalification des profils de poste? Voilà, toutes ces questions, vous y répondez comme vous le souhaitez avec la franchise qu'on vous connaît et je ne sais pas comment vous voulez vous répartir les choses. Vous êtes libre, Frédéric et Stéphane, et on parlera de transactions après. Commençons par les 2 grands métiers de la gestion, qui sont aussi, je crois, exercés dans les réseaux de France. Voilà. Oui, c'est ça. Je vais démarrer juste pour repositionner. Alors d'abord, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire, merci pour votre invitation. Très intéressant, et j'ai pu voir pendant toute la période de confinement l'intérêt que portait la profession et tout ça à travers cette réunion. Donc bravo aux organisateurs pour ce moment un petit peu particulier et ce zoom sur notre profession. La deuxième des choses, c'est rappeler qu'on est une entreprise familiale.
On a un fonctionnement, on existe depuis 30 ans, on a un fonctionnement atypique, j'allais dire. On a un président qui a 100% du capital, qui est le fondateur du groupe, et qui a des idées, j'allais dire, très précises sur un certain nombre de choses. Et on a vu, pendant cette période de confinement, que si ces idées pouvaient paraître démodées, à un moment donné, elles ont repris tout leur sens dans cette période particulière. Ça va directement sur notre sujet, c'est par exemple la conception même de nos bureaux. On n'a jamais voulu des bureaux en plateau. C'est quelque chose qui est interdit dans la maison. On a des bureaux individuels de manière systématique ou au pire à 2 personnes. Donc à chaque fois, lorsqu'un cabinet nous rejoint, lorsqu'il rejoint notre environnement et notre groupe, on est vraiment dans ce fonctionnement-là. Autant vous dire que beaucoup de nos confrères, de nos amis, hein, d'ailleurs, quand je dis ça, nous disaient à un moment donné, oui, mais vous pourriez gagner en place, en nombre de collaborateurs, en coût au mètre carré, bref, en productivité. Et la réponse de Philippe Briand là-dessus était claire, c'est de dire non, moi, l'homme, le contact humain est au cœur de mes revendications professionnelles et de mon fonctionnement professionnel, et je souhaite garder ce format-là. On a vu pendant cette période de confinement que ça a été un véritable atout, puisque ça nous a permis rapidement de cette continuité de service pour nos clients en back-office, d'avoir des collaborateurs qui arrivaient au bureau sécurisés, qui allaient à leur bureau et qui pouvaient fermer leur bureau pendant cette période, j'allais dire, et puis naviguer dans les espaces communs selon les règles qu'on a tous subies, nous tous, pendant ces 2 mois. Donc ça a changé la donne. Les collaborateurs de l'administration de biens dans les cabinets Citia ont continué à se rendre sur le lieu de travail pour tous, pour une partie d'entre eux? Pour une partie d'entre eux, un quart à peu près, un quart des équipes sont physiquement allées en agence. La deuxième des choses, ça va rejoindre le sujet aussi, c'est la dématérialisation. C'est super, c'est un outil formidable et on a installé cet outil depuis quelques années dans la maison, mais il faut l'alimenter. Le tuyau, il est formidable, mais il faut mettre quelque chose dedans. Donc, la réception du courrier, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut faire de la jette, il faut scanner les documents. On peut avoir des comptables en télétravail à distance, mais il faut qu'elles aient à l'autre bout des données qui arrivent. Et donc, il s'agissait pendant cette période de 2 mois d'avoir des équipes qui soient présentes au cabinet, qui puissent scanner l'ensemble des documents, récupérer les mails et tout, dispatcher l'ensemble de ces infos à nos équipes qui, elles, pouvaient être en télétravail si elles n'étaient pas physiquement présentes à l'agence. D'accord, c'est très clair. Donc, j'imagine, j'avais posé des questions extrêmes, que vous n'envisagez pas de nouvelle organisation, vous n'envisagez pas de modifier. Alors, je suis allé jusqu'à parler de suppression de postes, parce que je mets les pieds dans le plat, je pense que c'est un sujet, ça va l'être dans certains groupes. D'évidence, ce n'est pas le cas. Et est-ce qu'il y a aussi des modifications de profil à imaginer? Est-ce que la digitalisation, à un moment donné, elle fait que, et vous l'avez fait depuis, semble-t-il, que la valeur ajoutée de certains collaborateurs se déplace? Ça intéresse le président d'école aussi que je suis, autant vous le dire. Alors, sur la période, tout ce qu'on constate, d'abord, on en sort à peine, hein, on a 48 heures de recul, donc j'allais dire que même avec l'inertie du fonctionnement des 2 mois, on est encore en période de confinement sur un certain nombre de choses. Je pense qu'on n'a pas déconfiné à fond, même si la volonté est bien là, et on en parlera certainement au niveau commercial, où là, on a le côté fougueux du commerce qui revient, et c'est vrai que dès hier matin, on avait un retour un peu fulgurant de la part des équipes en disant on en veut et tout ça. Sur la DB, il y a une forme d'inertie dans ce fonctionnement-là. Ce qui est certain, c'est que cet outil qui est tout ce qui est dématérialisation a été accéléré pendant cette période. Nous, très clairement, à notre niveau, on voit que l'utilisation, et c'est normal et c'est logique, hein, l'utilisation de l'extranet par nos clients décuplée. Mais quand je dis décuplée, c'est juste incroyable puisqu'on est à 4 fois le taux de consultation habituel. Donc on est environ sur une année, je reprenais les chiffres ce matin pour avoir des choses précises à vous donner, on est à 1,2 million de consultations de l'extranet, hein, Citia par les clients, et là sur ces 2 mois on a fait 400 000 connexions. Et avec des durées de connexion, on voit que les gens ont pris le temps, les clients ont pris le temps de regarder leurs documents, de rentrer dedans, donc appréhender et s'approprier encore un petit peu plus l'outil numérique qu'on met à leur disposition. L'utilisation de la JET pour nos équipes, très important aussi, l'OCR et tout ça, là il n'y avait pas le choix.
vous savez, il y a une phrase qui dit on va à la vitesse du plus lent de ses wagons. Évidemment, on a aujourd'hui 200 cabinets en France. On a des cabinets qui ont récemment rejoint l'entreprise et qui n'étaient pas encore arrivés à ce niveau de dématérialisation qu'ont d'autres de nos structures. Et il se trouve que cette occasion, ça a été l'occasion du rattrapage, quoi, très clairement, parce que là, il y avait un côté inconditionnel. Il fallait absolument avancer dans cet environnement-là. Et sur le dernier point, le commerce n'a pas été affecté, il le sera plus demain. On a la signature du bail en électronique, oui, j'ai vu dans l'enquête, je regardais ça d'ailleurs évidemment avec beaucoup d'intérêt. C'est quelque chose qu'on a mis en place il y a 1 an. C'est très utilisé. Aujourd'hui, on a 90% de nos baux qui sont signés de manière électronique. Et évidemment que ça va accentuer ça. On a pareil pour les compromis à la vente. Évidemment que ça diffuse cette volonté, cette simplicité, moins de papier, moins d'échanges. Et puis l'outil qu'on est même en train d'utiliser en ce moment, de ma vie, en 2 mois, je n'ai jamais fait autant de visio. Et pourtant, je suis un adepte de l'outil. Mais là, c'est 2, 3, 4 fois par jour. Et c'est vrai qu'on appréhende de plus en plus cet outil et on se l'approprie aussi. Mais voilà, ça intensifie vraiment ces usages-là. Est-ce que ça va rester dans le temps? Oui, je pense qu'on prend des habitudes là-dessus. Il y a une vraie facilité tant qu'on considère que c'est un outil et que ça vient bien en complément du principal qu'est la relation humaine. Juste une question pour bien comprendre. Quand tu parles d'extranet, il s'adresse aux copropriétés, et d'ailleurs au terme de la loi maintenant, mais il va aussi vers vos bailleurs ou vers vos clients acquéreurs. Qu'est-ce que c'est l'extranet chez Citia? Oui, locataires, propriétaires, acquéreurs, vendeurs. C'est vraiment la plateforme de consultation de leurs documents juridiques, d'échange de messagerie, d'informations d'ailleurs immobilières au sens large. Oui, tout à fait. D'accord. Et là, toi, tu dis que, bon, bien sûr, il y a eu une explosion des consultations. On pourrait dire, parce que les clients n'avaient que cette voie-là, parce qu'ils avaient le temps et qu'ils pouvaient s'attarder sur leur compte leur compte rendu de gérance, par exemple, ce sont les bailleurs, ils ont un peu plus de temps. Ou est-ce que, d'après toi, vous allez vite le voir, je te demande juste de l'anticiper, il va rester sur le réflexe d'aller vers l'extranet Citia alors qu'on l'avait 4 fois moins? Le paiement, rien qu'un exemple, le paiement dématérialisé. Oui. J'ai vu dans l'enquête, on abordait le sujet, très bien. C'est peut-être l'atout le plus humain dans le fonctionnement de ces 2 mois, c'était ça. Il faut penser à la personne qui a une difficulté de mobilité. Dans ce confinement, on sait que les personnes âgées étaient à préserver. Il s'agissait qu'elles ne sortent pas de chez elles. Et pour autant, on peut imaginer pour une personne âgée la volonté absolument d'être à jour, de régler ses charges, d'être impeccable. Et on a ça, évidemment, dans toutes nos provinces et tout. Donc, il y avait des gens qui appelaient et qui étaient vraiment en urgence là-dessus, en disant, ben voilà, comment je peux faire pour régler. Mais donc, si je poste mon règlement, et la dématérialisation du paiement a répondu à et ça va rester. Je pense qu'une fois qu'on a ouvert quelque chose, c'est comme sa banque, une fois qu'on a commencé à prendre l'habitude, ça n'empêche pas d'appeler son banquier. Mais dès que ça, j'allais dire, on a 80% des bouteilles qui arrivent droites et celles-ci, on peut les gérer dans un environnement numérique. Dès que j'ai un souci particulier, dès que j'ai là, j'appelle quelqu'un, j'ai besoin d'un contact humain. D'accord, c'est clair. Stéphane veut peut-être compléter certaines choses. Je m'arrête. Transaction, parce que transaction, je vais relancer là-dessus et on le voit très bien dans l'enquête. De vraies différences de rapidité de reprise et de rapidité de reprise de contact physique dans l'univers qu'on va qualifier de commercial, c'est-à-dire location ou vente. Est-ce que vous l'éprouvez aussi? Frédéric a dit qu'il y a une impatience chez les commerciaux. Ça ne s'exprime pas de la même manière sur les autres postes. L'impatience, on l'a retrouvée effectivement. On a vu les demandes de contact exploser ces dernières semaines au fur et à mesure que l'on arrivait vers le 11 mai. On avait, comme Frédéric l'a dit tout à l'heure, pas mal de présentiel, 25% de nos collaborateurs basés sur le volontariat, j'insiste bien là-dessus. Les hypocondriaques sont restés chez eux, les gardes d'enfants sont bien sûr restés chez eux, mais les patrons qui étaient en poste ont géré, préparé notre entrée. Ce qui fait que lorsque les collaborateurs de la location ou de la transaction sont arrivés hier matin, ils avaient des programmes
de candidats déjà étudiés, enfin des candidatures déjà étudiées et des rendez-vous déjà fixés. Donc le commerce est parti très vite, très vite hier. On a fait un petit web avec les équipes pour les saluer, leur donner 2-3 priorités de fonctionnement. Et très vite, dès hier, le compteur a commencé à s'affoler, que ce soit sur la location comme sur la transaction. Il y avait une vraie impatience de la part de nos collaborateurs, et on peut le comprendre, compte tenu du mode de règlement, de rémunération de nos collaborateurs. Bien sûr qu'il y a une impatience à retravailler. Et puis, on sait que par essence même, les négociateurs sont des gens de commerce, des gens de contact. Et ce n'est pas confiné chez eux qu'ils ont assouvi ce besoin de contact. Donc, ils avaient on sentait la pression monter. On les avait au téléphone régulièrement. Est-ce qu'on peut revenir? Est-ce qu'on peut y aller? Donc ça, c'est sûr. Mais de la part des contacts, c'est impressionnant, les centaines et les centaines de contacts par cabinet que l'on avait. Parce que, en fait, on a eu 2 mois, mais pas 2 mois d'arrêt complet. Il y a quand même eu des gens qui avaient besoin de bouger, des mobilités. Le confinement a bouleversé un paquet de choses, les besoins de changement, on le lit partout. Et donc, nos clients nous attendaient et nous étions prêts. Vous avez fait, et surtout, est-ce que vous étiez équipé pour ça? Est-ce que vous l'aviez par le passé fait des visites virtuelles? Et est-ce que vous comptez, est-ce que les négociateurs, en vente ou en location d'ailleurs, comptent majorer leur recours aux visites virtuelles? Ou est-ce que vous dites, c'est un moyen, c'est une amorce, mais très vite, il faut en revenir à des contacts physiques, comme le disait Frédéric? C'est un moyen, on l'a utilisé, c'était pas toujours très facile. Je pense que c'est un outil, mais on n'achète pas lorsque on achète une maison, un appartement, ou même lorsque l'on va chercher un endroit où on va loger sa famille. C'est pas un objet manufacturé, c'est pas un téléphone, c'est pas un aspirateur où je vais aller sur n'importe quel site internet où je vais trouver des comparateurs et qui vont me dire quel est le meilleur modèle. Nous, on vend de l'humain. On vend de l'humain parce qu'on vend la qualité de vie de nos clients. Et à travers le virtuel, on peut présenter des choses. C'est un petit peu comme il y a... Henri, tu as commencé comme moi il y a quelques années. Il y a les premières annonces, il y avait de temps en temps des photos. Aujourd'hui, on n'imagine pas de présenter un bien sur Internet ou sur n'importe quel support sans au moins des photos. Et c'est venu très traditionnellement, très rapidement. Pour autant, les photos n'ont pas empêché, d'accord, ce besoin de contact, ce besoin de conseil. Et je crois que ce qui va être important, c'est la prise de conscience que l'humain est important et que le conseil et le service, en fait, le digital, et c'est ce que je voulais dire, même par rapport à l'administration de biens, le digital, c'est super important. On s'est rendu compte, on a eu un laboratoire de 2 mois merveilleux. On va pouvoir faire progresser nos outils, mais de façon extraordinaire. Parce que pendant 2 mois, on a testé tous les produits. L'extranet, l'intranet, tous nos produits de communication ont été poussés à l'extrême. Bon, maintenant, on va en tirer des enseignements, on va modifier un certain nombre de choses, mais le digital, ça n'est qu'un outil pour que l'on puisse effectivement mettre du monde au contact de nos clients. C'est ce qu'ils attendent, nos clients. L'Assemblée générale virtuelle, est-ce que Cynthia, je ne sais pas comment vous aviez accueilli cette faculté qu'avait donnée la loi Elan, on n'a pas encore tous les textes, ils ont été retardés. Est-ce que demain, alors vous avez dû faire peut-être des conseils syndicaux par voie virtuelle? Oui, on a fait. C'est ça. Conseils syndicaux. Rencontre avec les fournisseurs aussi, peut-être, c'est ça Conseils syndicaux, visite, vérification de compte. Ça aussi, oui. Donc on est prêt on est vraiment prêt à convoquer. Bien sûr, des rencontres avec des prestataires, d'accord. Ça, c'est très utile. Mais il n'empêche qu'en ce qui concerne l'Assemblée générale, on va voir comment ça va être accueilli par nos clients, comment on va pouvoir les gérer. Il reste beaucoup de zones d'ombre. Comment on va gérer la prise de parole.
comment on va gérer les dysfonctionnements techniques qui peuvent apparaître, et on sait tous qu'à travers une visio ou autre, on peut avoir des soucis techniques de micro ou de son. Et dans ces cas-là, quel recours on va ouvrir? Et nous, ce que l'on cherche avant tout, c'est la sécurisation de nos clients, la sécurisation du parcours. Une assemblée, il n'y en a qu'une par an, c'est un moment important. Et donc, il faut qu'on puisse y consacrer du temps. Donc, on va bien entendu, les outils techniques, ils sont prêts. Ça, ce n'est pas la difficulté. Il faut maintenant qu'on accompagne ces outils techniques à l'évolution juridique et puis à la vraie demande de nos clients. Stéphane, deux dernières questions dans ce premier temps au moins. Passage à temps partiel, vous n'y avez pas eu recours ou pour partie? Alors, je parle de Citia, mais peut-être aussi, je suis sûr que tu es au courant, dans les réseaux de franchisés, est-ce qu'il y a eu du temps partiel en administration de biens? Alors pour Citia, je réponds et puis Frédéric va vous parler des réseaux. Oui. Pour Citia, on a bien entendu utiliser aussi du temps partiel parce qu'on s'est rendu compte qu'il arrivait un moment où effectivement, comme l'a souligné Frédéric, on peut avoir des limites. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut des documents qui ne sont pas encore obligatoirement scannés. On fait beaucoup de reprises de cabinet, tout n'est pas obligatoirement sur la GED, qu'il faut des factures. Et quand un comptable a fini ses rééditions au 31/12, qu'on a fini, aujourd'hui on est à plus de 90% de nos immeubles au 31 mars qui sont arrêtés, il est évident que tu ne peux pas maintenir, heureusement le déconfinement est arrivé, donc il va y avoir d'autres tâches pour nos comptables, mais sinon il serait arrivé un moment où ils auraient manqué de travail. Bien sûr, c'est clair. Et Frédéric, dans les réseaux de franchisés, pilote aussi, il y a eu un recours au temps partiel? Oui, dans les deux réseaux, il y a eu un recours au temps partiel sur les équipes commerciales. On a un réseau La Forêt où il y a l'administration de biens assez présente, donc qui s'est rapproché assez de notre fonctionnement et de notre organisation avec du back-office. Mais pour tout ce qui était vente et location, ça a été du temps partiel. Chez Guy Hockey, où leur structure commerciale est plus basée sur des indépendants, des agents co, là évidemment, c'est des gens qui ont continué de chez eux à avoir cette relation client et à œuvrer le plus possible en attendant la fin du déconfinement. Et en parallèle avec ça, sur ces équipes commerciales, évidemment, on a profité de ces 2 mois pour faire toutes les formations qui vont bien et faire le rattrapage là-dessus pour certains. Bien sûr. Pour finir, télétravail, est-ce que ça avait déjà une réalité? Est-ce qu'il y avait une petite proportion de télétravailleurs au moins 1 ou 2 jours par semaine? Je n'ai pas l'impression que ce soit la philosophie quand je traduis vos propos à tous les deux. Les vieux réacs. Les vieux réacs, ouais. Ça nous fait passer, on est des vieux réacs, hein. C'est pas possible ça. Et qu'on ne se raconte pas d'histoire, donc c'est pour ça que c'est très bien que vous soyez. Non, mais c'est vrai Henri. Non, mais tu as raison. Et non, c'est pas du tout dans notre ADN. Le télétravail n'est pas du tout dans notre ADN. Hier matin, ont redémarré une grande partie de nos équipes. Seules les équipes qui sont restées en télétravail sont des personnes qui avaient des soucis de garde d'enfants et des soucis de santé. C'était les 2 axes et évidemment ça a été préservé, les choses sont claires. On a vraiment œuvré tout de suite dans cette logique-là, mais c'est pas quelque chose auquel on adhère en termes de management, de fonctionnement. Tout à l'heure j'ai parlé d'organisation des bureaux. On est organisé par pool, en copropriété, avec les gestionnaires qui partagent et qui échangent avec les comptables et les assistantes qui sont donc dans le bureau voisin. Il y a une proximité, il y a un lien, il y a des habitudes, il y a l'utilisation des outils qui vont avec ça et tout est organisé autour de ça. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y réfléchir demain et tout, mais ce n'est pas dans notre volonté. Et puis il y a une chose aussi, c'est le client. Le client, à un moment donné, il faut pouvoir le recevoir, l'accompagner. Et dans notre fonctionnement et dans notre organisation, il vient à l'agence très souvent sans rendez-vous. Il veut pouvoir rencontrer sa comptable, son assistante ou son gestionnaire de copro sur place. C'est clair. Merci beaucoup. Je reviendrai vers vous ensuite. Allez, Éric Laurent. Voilà, c'est à José que je vais demander un peu de patience. Il y a toujours un dernier dans une série d'interventions. Éric, réaction aux résultats de l'enquête par le patron d'Uptime, d'une part. Peut-être un petit mot d'ailleurs, je disais tout à l'heure que Pichet, ça évoquait la promotion. Est-ce que tu peux nous dire la place que vous tenez aujourd'hui sur l'administration de biens et la transaction, que tu
anime. Et puis ensuite, ton regard aussi sur ces évolutions. Qu'est-ce que vous avez fait comme évolution au cours de ces 2 mois, beaucoup passionnément? Qu'est-ce qui va en rester en termes structurels dans vos cabinets ou dans vos agences? Merci Henri, bonsoir à tous. Merci de l'organisation de cette 7e conférence. Je vais déjà commencer par répondre à la première ou la dernière de tes questions. Concernant l'organisation du groupe Pichet, tu l'as rappelé tout à l'heure, on est avant tout un groupe de promotion, ce que je rappelle à mes collaborateurs au quotidien, même si la filiale de l'administration de biens, depuis 17 ans maintenant, a pu prendre sa place au sein du groupe. C'est un groupe qui existe depuis 30 ans et qui s'est développé autour du sud-ouest essentiellement et dans la zone sud-ouest et qui s'est étendu, en tout cas dans une partie des régions de la France. L'activité de l'ADB, c'est une des 5 filiales, c'est un groupe qui s'est diversifié. Je ne vais pas être trop long sur le sujet qui n'est pas forcément le sujet central de notre discussion ce soir. Mais donc l'administration bien fait partie des métiers du groupe, au même titre que les activités classiques que l'on propose, avec une quand même qui mérite toute l'attention, je pense, qui est le domaine viticole du groupe à côté de Bordeaux. Pour nous, au niveau de l'ADB, on a évidemment vocation à prendre une bonne partie des productions du groupe, puisque notre première mission, c'est d'intégrer les résidences et les biens qui sont produits par le groupe depuis maintenant toutes ces années. Et donc, on a une place dans les 5 filiales du groupe qui reste une place, je dirais, honorable. On en reste quand même pas moins une petite filiale et un groupe certes familial. Mes collègues et néanmoins amis de chez Citia le rappelaient tout à l'heure, on a ce point commun ensemble, hein, c'est que le groupe Pichet est également un groupe familial indépendant avec un actionnaire qui est donc notre président Patrice Pichet. La différence, évidemment, c'est le chemin qui a été suivi. On n'est pas un pur player de l'administration de biens. J'ai connu ce genre de structure par le passé. Là, on est vraiment dans une structure de groupe intégré où une de nos activités est la gestion en copropriété, en gestion locative et maintenant également en transaction d'une partie des biens du groupe, mais pas seulement, puisqu'on a vocation à se développer également en local, là où sont implantées nos agences, qui ont suivi souvent d'ailleurs les strates de développement du groupe en matière de défiscalisation, puisque vous le savez, c'est souvent, et c'est en l'occurrence un axe assez privilégié de développement dans un groupe de promotion comme le nôtre. Donc voilà, pour poser le décor rapidement, moi je le disais, je suis arrivé ça fait donc à peu près 5 ans maintenant que j'ai la chance de m'occuper de cette filiale. Je dis la chance parce que j'en profite. C'est vrai que dans le métier de la promotion et dans le métier de l'administration de biens, on ne partage pas toujours les mêmes valeurs. Chez nous, c'est le cas. Et c'est important de le dire également. Et ça me permet également de me retrouver avec mes confrères, puisqu'on parle du même métier, quelle que soit la taille, hein, puisque là, on voit que ce soir, on a quelques poids lourds du métier, mais pas seulement. Et je crois qu'il est important aussi, lorsqu'on évoque les sujets dont on parle aujourd'hui, de se mettre à la place de toutes les tailles et de toutes les structures, y compris d'ailleurs aussi de bien faire la différence. Et on l'a vu pendant ces 2 mois chez nous, la différence entre une organisation de type siège, PESAC, qui est chez nous le gros bateau, mais également des agences qui sont des petites agences locales, parfois loin des métropoles, qui est encore un schéma différent de Paris. Dans lequel, évidemment, le mode de fonctionnement ces dernières semaines a été différent du reste, et dont le mode de fonctionnement, d'ailleurs, depuis hier, est également différent de ce que l'on peut voir en termes de reprise et de déconfinement, puisque, en effet, les équipes, comme la plupart de mes confrères parisiens, ont rarement la possibilité d'habiter dans Paris. Et vous savez bien à quel point la difficulté de se déplacer en Île-de-France est un sujet qui prend tout son intérêt d'ailleurs dans ce qu'on a pu vivre là, depuis cette semaine,
en termes de méthodologie. Pour en venir à l'autre question, Henri, qui était un peu comment les choses se sont passées finalement ces dernières semaines. Beaucoup de parallèles avec ce qui a été expliqué juste avant. Pour moi, l'idée centrale, c'est que finalement, s'il y a un enseignement à tirer de tout ça, chez nous, c'est que notre ADN n'est pas non plus porté. Donc, Stéphane et Frédéric, vous ne serez pas les deux seuls réacs de la soirée, peut-être. C'est une bonne nouvelle. On n'est pas non plus porté vraiment sur le télétravail. Ce n'est pas l'ADN du groupe. D'accord. Le fonctionnement est assez proche de ce que l'on connaît traditionnellement dans ces métiers de l'administration de biens, c'est-à-dire en gestion, le gestionnaire, l'assistante, la comptable. Et donc, on a pu voir que sans préparation, et alors que ce n'était pas un modèle qui était un modèle que nous souhaitions voir fleurir et se développer, le télétravail spontané, puisque tout ça s'est quand même passé très vite, il faut se rappeler le contexte dans lequel on est tous partis avec nos ordinateurs sous le bras pratiquement du jour au lendemain, et on s'est retrouvés à la maison en train de travailler, ou plutôt en train de se demander comment on allait travailler. Puisque finalement, et c'est peut-être ça aussi qu'il faut soulever comme question aujourd'hui intéressante, c'est que qu'est-ce qui se serait passé si on avait pu préparer les choses en amont? Ça n'a pas été le cas, ce qui veut dire que et la préparation, l'organisation et la mise en œuvre, tout ça s'est fait à distance. Ce qui ne manque jamais de poser quelques difficultés en termes de communication. Moi, j'ai vu beaucoup ce sujet pendant cette semaine. Alors certes, on n'a jamais autant communiqué, mais en même temps, on n'a jamais dû faire autant d'efforts pour bien communiquer dans la pédagogie de ce qu'il fallait expliquer, puisque précipitamment, on a mis en œuvre des structures pour permettre de continuer à travailler, et on a continué à travailler. Ce qui est une des différences d'ailleurs de la filiale que je représente dans le groupe, c'est que vous comprenez bien tous que sur les activités de promotion immobilière qui sont liées directement au bâtiment, l'arrêt a été brutal et définitif. Les activités commerciales, de la même manière, bien sûr, ont été stoppées. L'activité de l'administration de biens, elle a continué. Et elle devait continuer, puisque, comme vous tous, on s'est retrouvés avec les échéances. En plus, très vite, on a eu l'échéance. Le hasard a voulu, ou le destin a voulu que ça soit 15 jours avant les appels de fonds trimestriels du deuxième trimestre. Et il a donc bien fallu préparer tout ça pour pouvoir les adresser à nos clients. Et là, bien sûr que la dématérialisation a permis de faire ce qu'il n'aurait pas été possible de faire autrement. Nous, on a un système en plus particulier, c'est que la plupart de nos services comptables sont regroupés au siège. Donc, on a un contact qui est très centralisé, donc très dématérialisé, avec des envois qui sont évidemment digitalisés pour la plupart, et des paiements que l'on souhaite et que l'on espère d'ailleurs dans l'avenir. Ça sera probablement des pistes d'amélioration, voire augmenter en termes de flux dématérialisés, parce que là, par contre, on a bien vu la limite du chèque. Oui. C'est que, comme ça a été rappelé aussi tout à l'heure, les chèques, il faut pouvoir les encaisser sur place, comme si on veut alimenter la GED, il faut pouvoir scanner les factures. Mais encore faut-il que les chèques arrivent. Et là, on a eu quelques mauvaises surprises de retard. Et une des caractéristiques de cette période, ça a été quand même une envolée assez notable des impayés, que ce soit en copropriété d'ailleurs comme en gestion locative, et donc des difficultés pour nos clients dans certains cas, puisque les propriétaires bailleurs ou les investisseurs qui comptent sur les rentrées de loyer pour financer leurs acquisitions, leurs biens en défisque notamment, il a fallu faire quelques j'allais dire, manipulations et s'assurer de faire en sorte de pouvoir avancer les paiements avec les mécanismes des garanties que vous connaissez. Donc, ça n'a pas été très simple de ce point de vue-là. Mais on peut dire quand même que, en dépit de cette préparation qui n'a pas été possible, il y a eu un gros investissement des équipes et il y a eu un très bon niveau de compréhension des clients également. Est-ce que les clients, d'ailleurs, face à
ces innovations digitales forcées. Je pense au paiement dématérialisé des loyers ou des charges. J'imagine que vous le proposiez, mais vous aviez un taux plus ou moins important de ceux qui acceptaient et un taux de ceux qui refusaient. Est-ce que le client aujourd'hui, Frédéric en parlait tout à l'heure, et il dit ça va rester. Est-ce que vous avez fait monter votre taux de paiement digital et est-ce que ça va rester et au-delà du paiement digital, est-ce que les clients, tu parles de compréhension, est-ce que même ils ont adhéré à certains réflexes dématérialisés que vous n'aviez pas? Je citais tout à l'heure les réunions de conseil syndical, j'imagine que vous en avez fait aussi, ou des réunions avec des partenaires, des fournisseurs. Qu'est-ce que vous ne faisiez pas, que vous avez fait, et qu'est-ce qui va rester de ce passage au digital, de ce recours au digital? Dans l'enquête, on évoquait une dizaine d'outils, hein, donc tu as l'embarras du choix. Mais Oui, c'est d'ailleurs une des vraies questions intéressantes de quelle est la proportion de ce qui va rester. Je reviens juste rapidement sur un des points qui va rester, mais qui va certainement évoluer quand on parle de télétravail. Il y a un sujet qu'on n'a peut-être pas abordé, que je voulais aborder rapidement, c'est que les conditions dans lesquelles certains de nos collaborateurs et collaboratrices se sont retrouvés à travailler chez eux ne sont pas forcément les conditions optimales. tout à fait. Là aussi, il a fallu faire preuve de compréhension, d'adaptabilité et d'un bon niveau de flexibilité. On comprend tous que travailler chez soi 2 jours par semaine dans des conditions normales, ça n'a évidemment rien à voir avec y être toute la semaine avec des enfants en bas âge parfois ou des situations personnelles qui sont difficiles. Et ça aussi, ça a fonctionné. Ça, il en restera certainement quelque chose dans la méthodologie. Pour les 2 autres points dont tu parles… Je t'arrête là parce que c'est un point très important. Tu dis, on s'est aperçu, plus ou moins, hein, selon la transparence des personnes, elles parlent ou elles ne parlent pas, on les connaît plus ou moins bien, que certains ne travaillent pas dans des bonnes conditions. Ça peut être, oui, des enfants en bas âge, et puis la pièce qui manque, hein, il n'y a pas le bureau, il n'y a pas… Bon, quels enseignements tu en tires de ça? Est-ce que tu veux dire que finalement le télétravail va se heurter à ce problème-là, que certaines personnes, parce qu'elles ont envie de télétravailler, ben, elles vont déménager? Il y a toute une discussion sur ce sujet-là et on n'a pas fini de faire des colloques là-dessus. Comment tu vois ça? Est-ce que ça va être un frein ou est-ce qu'il va y avoir des adaptations qui vont permettre le télétravail dans une certaine proportion? À l'administration de biens, bien sûr. Je pense que ça va faire progresser les choses dans les 2 sens. Entre ceux qui étaient très télétravail et qui ont compris quelle était la limite parfois, parce que c'est vrai que c'est très bien, on a tous beaucoup télétravaillé, ça a été efficace, mais il faut bien reconnaître que par moment, le contact entre les équipes, le partage de l'information, la communication, ou même le simple fait de vouloir s'assurer qu'un certain nombre de choses ont bien été faites et que tout le monde le comprenne en même temps, tout ça, ça s'est heurté parfois à des difficultés que l'on n'a pas en présentiel dans la vie réelle. Donc, il y a cet aspect-là qui va montrer les limites d'un côté d'un système, et puis de l'autre côté, certainement repousser des limites de ceux qui se disaient bah non, finalement, télétravailler, ce n'est pas très pratique, ou la visio, et là, j'en parle vraiment, même pour moi, hein, j'en ai tiré des enseignements à titre personnel. Je n'étais pas toujours très convaincu que la visio pouvait apporter quelque chose, et j'ai radicalement changé d'avis. D'ailleurs, je pense que si on doit aussi tirer un enseignement philosophique de cette période-là, je n'ai jamais autant changé d'avis en 2 mois que ces dernières semaines. Je ne me suis jamais autant trompé non plus que ces dernières semaines sur des sujets sur lesquels le vendredi, on prenait une décision qui nous paraissait pleine de sens et on s'apercevait 3 jours après que finalement, ça n'apportait pas grand-chose ou qu'il fallait l'amender. Donc, il faut beaucoup d'humilité aussi par rapport à ça dans nos organisations. Donc, non, je pense que les personnes qui auront fait cette expérience du télétravail vont forcément retirer quelque chose dans un sens ou dans l'autre. Vous gérez le travail, si demain on demande à toi, à Rémi Erard, votre directeur général, ou à votre patron, à Patrice Pichet, s'il y a, je ne sais pas moi, 3% de vos effectifs à l'administration de biens qui vous demandent le télétravail, vous direz oui ou vous direz c'est pas la culture, on n'a pas envie? Après, il y a une question
Benjamin d'Harmonie, que je rassure, je sais qu'il a une question à te poser. Le débat va certainement s'ouvrir parce que je pense que c'est un excellent outil s'il est utilisé avec justesse, avec parcimonie et avec des moyens adaptés. Je prends juste un autre exemple, d'ailleurs, pour illustrer mon propos. On a vu aussi les limites, tout simplement parce qu'il y a déjà, tu parlais de la pièce de travail, ben, il y a les outils. Pour certains, c'était compliqué parce que on ne voyait pas un collaborateur partir avec son ordinateur, sa tour centrale d'ordinateur. S'il n'avait pas d'ordinateur portable, c'est un sujet. Mais pire, j'ai des collaborateurs qui sont dans des zones blanches, donc ils n'ont pas Internet. Donc là, à partir de là, alors c'est une minorité, hein, bien sûr. Oui, mais la fracture numérique, ça reste un sujet, c'est important que tu le dises, tu as raison. Et cela, évidemment, on s'est retrouvé quand même dans des situations difficiles parce que vous ne pouvez pas leur dire bah, écoute, toi, tu reviens au bureau parce que tu ne peux pas télétravailler, parce que pour certains, ça n'était tout simplement pas possible. Voilà. Pour autant, certains, sur les bases du volontariat, mais également de la nécessité, ont dû revenir au bureau, et ça s'est très bien passé pour exécuter un certain nombre de tâches. Parce que tout simplement, on ne pouvait pas les faire autrement qu'au bureau. S'il s'agit d'éditer des listings d'impayés, j'y faisais allusion tout à l'heure, on comprend de la même manière que les piles de factures qui arrivaient nécessitaient, quand ce n'est pas des envois en dématérialisé, d'être scannés pour être dématérialisés dans la GED, ou que les chèques, j'en parlais, doivent être encaissés. Je réponds rapidement à la question que tu m'as posée. On a communiqué beaucoup au niveau des clients concernant la dématérialisation des paiements, les flux de paiement. Ça a été bien entendu. Et la vraie question, mais je ne peux pas y répondre ce soir, j'espère que ça va servir parce que c'est toujours une bonne nouvelle et nos amis banquiers se réjouiront d'avoir moins de chèques, déjà pour nous, mais également en termes de traitement derrière. Les encaissements de chèques restent aujourd'hui, notamment plus en copropriété qu'en gérance locative. Au niveau des locataires, on a beaucoup plus de paiements en prélèvement ou en virement, mais le chèque d'un côté et les communications d'adresse mail et les envois de tous les documents en démat probablement ont très nettement progressé de 10-20% sans aucun doute. Est-ce que le pli est pris? Je ne sais pas. On peut prendre le pari que pour une bonne partie, oui, y compris sur la rapidité des traitements et la sûreté que ça peut présenter. En tout cas, on a bien l'intention de militer pour que ce genre de comportement puisse permettre de faciliter les échanges et de limiter également les tâches, entre guillemets, dites ingrates. Bien sûr. Ça permet de gagner la productivité, mais pour les clients, je pense que ce n'est pas neutre non plus. Et je parlais aussi de changement de profil. Les jeunes qui entrent dans vos métiers, probablement, n'ont-ils plus envie de faire des saisies et des doubles saisies, mais de se centrer sur de la valeur ajoutée, en particulier quand ils viennent se former dans une école spécialisée. Benjamin d'Harmonie a une question à te poser. Eric, est-ce que tu ne penses pas que le télétravail a forcé à l'efficacité ? Parce que, en tout cas, dans mon entreprise, j'ai observé le fait qu'on allait à l'essentiel. Une réunion que je tenais au bureau avait tendance à durer 1h30 ou 2 heures, alors qu'une visio avec les mêmes intervenants, les mêmes collaborateurs, durait maximum 45 minutes. Parce qu'on allait droit au but. Oui, je suis d'accord. C'est tout à fait vrai. Je l'ai fait, cette expérience aussi. Sur une première, je me rappelle la première visio qu'on a fait quand on était tous un peu sidérés par ce qui nous est arrivé, parce qu'il y a eu vraiment cet effet de sidération qu'on a tous vécu, où 8 jours avant, on pouvait rigoler de ce qui nous paraissait être une mauvaise plaisanterie ou une grippe asiatique, et 8 jours après, on s'est retrouvés tous à la maison et ça a été compliqué. Donc moi, j'ai fait une première réunion avec mes troupes, et la première a duré un peu longtemps. Et très vite, en effet, ça s'est régulé et on est allé beaucoup plus à l'essentiel. Un peu l'inverse de ce que je pensais avant. C'est-à-dire finalement, ce que je pensais être un outil qui pourrait permettre parfois de s'égarer ou d'être un peu moins concentré, c'est l'inverse qui s'est produit. Ça aussi, c'est une des leçons qu'on doit tirer de
cette période-là. Il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas imaginées. Donc, on a gagné probablement en efficacité de ce point de vue-là. Je suis totalement d'accord avec toi, Benjamin, à telle enseigne que je me demande même si ça vaut encore la peine d'aller faire des réunions en présentiel. Moi qui bouge pas mal et j'ai souvent l'occasion de me déplacer aussi, je me déplacerai peut-être un peu moins parce que ces outils qu'on a tous utilisés, comme Zoom qu'on utilise ce soir, il y en a d'autres, ont démontré une vraie efficacité et surtout, on s'est adapté très vite. C'est clair. C'est clair. Il y avait d'ailleurs, dernière question avant que José ne prenne la parole et connaît le point de vue de Procivis et d'Imotrans. Sur les collaborateurs, on parlait des clients et de leur résistance éventuellement au digital, dématérialisation des paiements par exemple, avec l'idée, je ne sais pas, que quand on fait le chèque, on garde le pouvoir, on l'envoie, on ne l'envoie pas. Bon, en tout cas, il y a toute une mythologie du papier. Les collaborateurs, est-ce que il y avait le problème de l'équipement, des zones blanches, on l'a dit, mais ils ont basculé dans l'ère digitale, même lorsqu'ils y résistaient. Tu évolues aussi par croissance externe, donc dans les cabinets repris, il y a de tout, hein, de tous les âges de collaborateurs, de toutes les cultures. Est-ce que là, tu as l'impression qu'il y a une espèce d'homogénéisation qui s'est faite dans le recours au digital, à marche forcée en 2 mois? Plutôt oui. Quelles que soient les tranches d'âge et quelle que soit la typologie de poste aussi. Alors bon, évidemment, à l'exception des commerciaux, mais on sait tous que même s'ils ne travaillaient pas, je pense que certains ont maintenu les clients au chaud. Bon, là, ils n'ont pas forcément utilisé cet outil-là, qu'on a utilisé d'ailleurs, nous aussi, bien sûr, sur certaines réunions avec des clients plus en copropriété, naturellement, mais sur toutes les catégories, que ce soit en comptabilité, en gestion directe, la partie plus administrative, tout type de poste et tous âges, je suis extrêmement surpris de la rapidité avec laquelle on l'a fait. Et pour être très transparent avec vous, on l'a fait un peu en 2 temps. Premier temps, on s'est dit on va arrêter parce qu'on ne sait pas qui va travailler. Et puis en quelques jours, on a fait rapidement le tour de ce qu'il fallait continuer à activer. Et notamment, je faisais allusion tout à l'heure à la préparation très rapidement des appels de fonds du 2e trimestre, du quitancement, puis la préparation des fonciers. Il a fallu activer certaines catégories de personnes et quelle que soit, j'allais dire, leur philosophie sur la question, très vite, ils se sont organisés entre eux et vis-à-vis de nous et pour les clients pour que ça fonctionne. C'était une grande leçon et dont je pense qu'il restera quand même pas mal d'acquis après. Comment les faire fructifier, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, pour moi, ça a été assez universel. Merci beaucoup. Je reviendrai vers toi, Eric, sans doute tout à l'heure. José de Jean Mathéo, IMO de France. Alors, ce sont des cabinets, des agences de taille différentes. Peut-être une petite photographie de ce qu'est le réseau IMO de France. C'est important parce que il a été dit par Eric, et c'est un point important, qu'on fait parler avec vous tous aujourd'hui des grandes enseignes. Mais derrière ces grandes enseignes, il y a des entreprises de tailles différentes qui ne sont pas forcément homogènes. Est-ce qu'il y a des petites unités d'administration de biens et de transactions chez Procivis, d'autres plus importantes? Qu'est-ce qui a été modifié? Parlons très clairement de passage à temps partiel, de télétravail. Qu'est-ce que vous avez envie de garder de tout ça? Est-ce que vous avez tiré des enseignements nuancés, hein, ce que dit Eric est nuancé, ce qu'on a entendu tout à l'heure aussi de Frédéric ou Stéphane est nuancé. Il y a bel et bien des changements de regard. Eric va jusqu'à dire je ne m'étais jamais autant trompé et on a tous modifié une partie de nos dogmes. Voilà, comment les choses sont-elles passées au sein de ton réseau et présente-nous un petit peu ton réseau de ce point de vue-là en termes de structure. D'abord, bonjour. Merci de m'avoir invité. Le son n'est pas fort. Il faut que tu fasses quelque chose. Je vais parler plus fort. Là, c'est mieux déjà. Voilà, parler plus fort n'est pas compliqué pour moi. Donc, je vais parler plus fort et de ce réseau. Alors, ce réseau est très multiple. Il y a à peu près 130 à 140 agences un peu partout en France.
Ça va de structures avec 200, 250 collaborateurs à des structures de 10 collaborateurs, 5 collaborateurs dans certains sites très éloignés. Je veux dire par là que nous sommes très imprégnés dans le tissu, français. Donc, on a vraiment accroché au territoire notre histoire, l'histoire de l'administration de biens, de la transaction dans notre réseau s'intègre totalement avec l'histoire de ce réseau qui a plus de 100 ans maintenant et qui est au plus près des clients, au plus près des territoires, donc des petites agences que dans des villes les plus reculées, je dirais, ou les éloignées, mais aussi dans des grandes villes, Paris, Lyon, etc. Donc on a ces deux choses. Et ce qui est intéressant, c'est que, juste pour rebondir sur ce sens, elles sont à peu près toutes sous une marque IMO de France. Il y a encore quelques structures qui ont des marques différentes, que vous connaîtriez. Si vous êtes allé en montagne, en Savoie ou Haute-Savoie, vous avez dû voir des 4807, CIS, qui ont une marque de terroir très proche. Des marques fortes. Voilà, et là, on n'a pas de complexe ou de dogme. Le plus important, c'est d'être en cohérence avec son client, d'être en cohérence avec la perception qu'il a de l'apport qu'on a vers lui. Par contre, s'il n'y a pas de sens particulier, eh bien, l'enseigne structurelle IMO de France, qui porte bien son nom, c'est bien de l'immobilier, c'est bien en France, c'est comme le camembert, c'est écrit dessus. Donc, voilà, on a cette volonté. Ce qui est quand même très important, parce que depuis tout à l'heure, on évoque ce qui va rester, comment on a réagi. Il y a quand même quelque chose qui pour nous a été avéré et qu'il faut avérer, je dirais, à l'ensemble des gens qui nous écoutent et à l'ensemble de la population, c'est que c'est vrai qu'à 8 heures, là, on va applaudir les soignants. On met des messages avec des j'aime sur les routiers et autres. On a tous été confinés dans nos appartements, plus petits, plus grands, mais dans nos appartements. Et tout a fonctionné sans problème grâce à un truc, l'huile dans le moteur. C'est-à-dire le syndic qui s'est occupé de tout ça. Il s'est occupé de payer les fournisseurs, de venir aider quand il y avait un problème. Celui qui a fait que notre vie quotidienne, dans nos copropriétés, dans nos appartements, au moment où on était stressé, a fonctionné, c'est parce que lui, il a continué à être là. Effectivement, on est allé faire les chèques, on est allé faire des appels de ses charges pour pouvoir payer les fournisseurs. On est allé s'occuper de ses copropriétés. On parle de télétravail, mais moi, je parlerai plutôt de mobilité. En fait, on a accentué la mobilité de nos collaborateurs parce qu'on leur a demandé d'être sur le terrain, d'être à l'écoute, d'être au contact, d'être disponible, d'avoir avec ça de l'empathie. Monsieur Cheminade le disait tout à l'heure, il y a une volonté, une survolonté qui se mettait en place. Une écoute, une dynamique, une bienveillance et une disponibilité qui vraiment s'est diffusée pendant cette période. Donc effectivement, nos collaborateurs, pour une bonne partie d'entre eux, n'étaient pas au bureau, mais étaient en disponibilité du client. Ce qu'on appelle télétravail, c'était très relatif. C'est que, ils passaient le soir et réglaient leurs problèmes et leur gestion depuis chez eux, mais pour autant, ils avaient traité les problèmes de leurs clients. C'est un vrai. Moi, je voudrais vraiment féliciter cette abnégation, cette dynamique, cette force dont ils ont fait preuve pendant une période un peu compliquée, parce que c'était les hommes de l'ombre, ceux qui ont fait que tout est bien passé. Il y a quelqu'un que je dois remercier, par exemple, Monsieur Cubi à Lyon. Il y a eu un incendie, il a passé une partie de sa nuit à traiter les sujets de ces incendies. Il y a toutes ces choses-là qu'on n'évoque pas, et qui se sont... Alors, c'est très bien que tu aies rendu cet hommage-là. Et est-ce que le recours au digital, tout à l'heure, c'était la question de Benjamin aussi, oui. Il parlait des réunions, mais on peut élargir. Est-ce que le recours au digital a amélioré l'efficacité, la productivité de ses collaborateurs, leur réactivité? Quand on parle d'administration de biens, on peut être dans l'urgence, c'est clair, même dans l'urgence vitale. Qu'est-ce qui va rester de ça? Est-ce que
le télétravail, alors je ne sais pas s'il avait une réalité dans ton réseau. Est-ce qu'il va en avoir une selon toi? Est-ce que vous serez ouvert à ce qu'il y ait du télétravail? Question aussi de la rationalisation. Allez, parlons-nous de ce sujet-là. Je reviendrai après vers tes homologues, tes confrères. Est-ce qu'on peut imaginer, pardonnez-moi, que les ratios de gestion des excusez-moi, que les ratios de gestion des gestionnaires de copropriété ou des gestionnaires locatifs évoluent, c'est-à-dire que grâce au digital, on puisse leur confier davantage de l'eau. Je pose la question parce que elle est évoquée, alors avec crainte par certains qui disent que le digital va nous conduire à perdre de la qualité de relation avec le client et de service au client. Certains pensent exactement l'inverse en disant mais est-ce que on ne peut pas mieux servir le client mais en mécanisant un certain nombre de tâches, en digitalisant un certain nombre de tâches? Voilà, votre regard là-dessus, parce que la culture d'Imo-de-France et de Procivis, ce n'est pas celle-là à l'origine, mais elle peut évoluer vers ça aussi. Alors, c'est très intéressant parce que, alors je vais reciter Frédéric Cheminat tout à l'heure, il l'a dit, c'est un outil. Le numérique, le digital, tout ça est un outil au service de la mission, notre mission. Donc, si c'est un outil, bien sûr qu'il va permettre de faciliter des choses, accélérer des choses. Il le fait déjà. Ça fait déjà 2 ans et demi qu'on a installé une logique de plan digital, de plan numérisation. Ça fait 10 ans qu'on scannerise des factures pour que les choses soient plus faciles dans la comptabilisation. Donc, ce chemin n'est pas instantané aujourd'hui. Il existe et c'est une continuum. Mais il y a eu une cristallisation, une prise de conscience, une accélération. Une cristallisation parce qu'on s'est rendu compte que c'était fondamentalement utile. Ce n'était pas un projet comme ça, par hasard. C'était fondamental et nécessaire. D'abord pour le fonctionnement. C'était très important parce que dans un moment où on ne pouvait pas rentrer en relation avec des clients, on avait quand même plein de relations qui fonctionnaient avec ces clients. C'était très important parce que eux ont vécu un premier temps de stress et puis tout de suite un deuxième temps de beaucoup d'attention. Ah, mais il y a ça qui ne marche pas, il y a ça qui doit fonctionner, il y a ça qui... Donc, il y a eu plein d'interactions, beaucoup d'interactions. Et donc, l'outil digital a permis, je dirais, de cristalliser cette nécessité d'avoir une relation client beaucoup plus forte et beaucoup plus fluide. On était jusqu'à maintenant dans une distance. Hein. C'est vrai qu'on les reçoit, on les fait venir, on y va. Là, on a intégré la relation. Et donc, on a été beaucoup plus disponible, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus facile dans la fluidité de notre communication avec les clients grâce à l'outil digital. Et donc, c'est un outil qui va permettre de faire plus de choses aux gestionnaires. Alors, plus de choses, pas dans la mécanique, mais dans sa capacité de relation avec sa clientèle. Parce que moi, j'accède aux réactions sur les questions du chat. Il n'y a pas unanimité, c'est moins qu'on puisse dire, sur l'opportunité, la pertinence de charger davantage les gestionnaires. Hein. Il y a plutôt des réactions très négatives. Donc, réponds ce que tu veux, mais tu seras dans un camp plus ou moins apprécié. Voilà. On a travaillé il n'y a pas très longtemps sur ce produit. Ce produit, c'est un outil Procivis Lab. Vous pouvez y aller, Procivis Lab sur le net. Que je connais bien. Puisque tu y as participé. Et quand on dit donner plus de choses aux gestionnaires, c'est plus de force, plus de densité. C'est-à-dire, le digital permet de fluidifier certaines choses et de revenir au vrai sens de notre métier, s'investir dans le bien, dans le bâti et accompagner des individus. C'est-à-dire avoir ce rôle sociétal, celui que l'on souhaite, celui qui est fondamental, qui est de s'occuper du bien, de son entretien, de son maintien, de son fonctionnement et d'accompagner chacun des copropriétaires. C'est des outils, le digital, ce sont des outils qui vont permettre à ce gestionnaire de regagner cette place fondamentale qu'il veut tellement avoir un bien dont il s'occupe, dont il est fier, dont il estime la nécessité de l'entretenir et de le faire grandir pour qu'il ait une pérennité. Ce rôle sociétal du gestionnaire
l'outil digital lui permet de l'avoir un peu plus. Donc, ce n'est pas forcément le charger en nombre comme tu l'imagines ou comme les gens ont pu réagir. C'est lui permettre de s'assumer. José, voilà, c'est bon, tu étais figé, maintenant c'est bon, tu bouges. Je rebouge, excusez-moi. Voilà, ça y est, excusez-moi. Voilà, donc pas de méprise sur ce que j'évoquais comme chargé. C'est vraiment reprendre un sens fondamental de son métier, et ça c'est très intéressant. Je dirais que c'est densifier l'intérêt pour le métier de gestionnaire. Ce digital permet aussi une relation dans l'équipe entre lui, l'assistante, la comptable, le manager, le patron. On a un outil qui s'est avéré être beaucoup plus dynamique que simplement un outil digital. On a à travers la numérisation, le digital, les outils qui sont maintenant en place. Je fais une relation assez simple entre la transaction et la gestion. En transaction, il y a 15 ans, on est passé à son petit ordinateur et sa base de données à un full web. En syndic et en gérance, beaucoup des administrateurs, nous avions commencé ce processus il y a déjà un moment, mais beaucoup des cabinets vont passer dans ce full web. Et quand on est dans un full web, on peut travailler de n'importe où. Le vrai limite à devoir revenir au bureau, c'est que je ne pouvais pas me connecter partout. La vraie limite est une limite technique. Si maintenant je peux me connecter partout, je peux agir partout, je peux répondre partout, je peux... Voilà, c'est ça qui est important. Gagner en efficacité. Est-ce que d'ailleurs, ça a été évoqué tout à l'heure par Frédéric, je crois, cette période vous a été le moyen de recourir au digital pour former. Alors, il peut y avoir l'enjeu, on le sait, de renouvellement des cartes et des 42 heures tous les 3 ans, mais tout simplement la formation, il y en a toujours eu significativement dans ton groupe, sur ton enseigne. Est-ce que les enseignements digitaux, vous avez envie de les booster? Est-ce que vous les avez boostés là pendant 2 mois? Alors, la formation, c'est très très important. Je donne des principes, mais évidemment que le travail, c'est l'accompagnement de chacun des collaborateurs. Laurent Vimont, l'autre jour, disait que le numérique, le digital ne se capture pas, il se diffuse. Et donc, c'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire qu'on a aussi des gestionnaires, on a aussi des collaborateurs pour qui tout ça est un peu complexe. Donc, la formation, l'accompagnement de chacun est un élément fondamental. La visio-formation, c'est quelque chose qui peut permettre d'aller plus vite dans la courroie de transmission de cette expérience ou de ce savoir. On dit ça et en même temps, structurellement, enfin vous comme moi, le présentiel a de la force, a de la valeur. Quand on est un peu commercial, quand on est un peu relationnel, quand on aime faire des apéros, l'apéro vidéo ne remplace jamais un vrai apéro où on se tape sur l'épaule et on se fait une bise. Ce soir, ça va être un apéro chacun chez soi, hein, après notre... Voilà. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que bien sûr que tout ça est possible. Bien sûr que tout ça va être utilisé. Bien sûr que faire des conseils syndicaux par vidéo, faire des formations par vidéo, c'est un outil de plus. Mais, vous le lirez dans le document, c'était notre axe. Et quand j'ai entendu dire qu'on changeait d'avis, c'est le cas. On a une grande schizophrénie dans ce moment précis sur ce sujet. On veut à tout prix avoir des assemblées générales avec la proximité, avec nos clients. Mais on ne peut pas les faire. On ne pouvait pas les faire, on va avoir du mal à les faire. Il faut qu'on trouve des solutions pour quand même avoir cette proximité, parce qu'on en a une là en ce moment. Il faut qu'on trouve des solutions pour avoir cette proximité qui soit plus importante que la totale distanciation. Et pourtant, on a prôné, toi et moi, et beaucoup d'entre nous, le vote par correspondance, les assemblées générales vidéo. C'est clair. Alors qu'au fond de nous, c'est bien se rencontrer, c'est bien échanger, c'est bien valoriser le bien, c'est bien donner du sens au projet qu'on a ensemble pour le bien. Donc, le digital va être un outil, peut-être pour certains copros, peut-être pour petites copros, peut-être pour certains conseils syndicaux, peut-être pour certaines difficultés,
pour des gens qui sont à 500 km les uns des autres. C'est intéressant, tu introduis une idée effectivement de flexibilité liée au digital. C'est-à-dire que c'est un moyen de plus, hein, ça a été dit par chacun d'entre vous. À partir de là, il sera adapté à certaines situations, peut-être pas à d'autres. Une assemblée générale avec des gens qui sont entre Montpellier, Paris, Toulouse, pour une assemblée générale à Montauban. Hein. Jusqu'à maintenant, elle se tient à vide. Tenons-la en vidéo, pourquoi pas? On rappellera d'ailleurs que le législateur a voulu l'Assemblée générale digitale pour lutter contre l'absentéisme. Hein. C'était son intention. Tout est bon à prendre du moment qu'on peut se parler, échanger et trouver les moyens de rompre ce qui est aujourd'hui difficile, qui est le rassemblement. Je reviens, merci beaucoup José, je reviens vers Frédéric et Stéphane et ensuite parce que on s'est imparti en fait 1h30 pour ces réunions désormais, donc on a débordé. Il n'y a pas de problème, hein. On a moins de problèmes que quand on est dans une salle physiquement réservée, on peut déborder, il n'y a aucun problème et en particulier je demanderai à Émilie, Benjamin et François-Emmanuel de réagir à ce que vous avez dit les uns et les autres. Frédéric, sur la question de la rationalisation, tout à l'heure je t'ai mené sur le terrain des évolutions d'organigramme, voire des suppressions de postes, vous avez été très clair là-dessus. Sur les ratios, et sur ce que le digital permettrait de dégager de temps des gestionnaires et de façon à attendre d'eux qu'ils aient des portefeuilles majorés. On peut penser à la même chose en transaction d'ailleurs aussi, hein, location ou en vente. On peut dire, bon, y a des choses qu'on va digitaliser, des process, de relations avec le client, avec les prospects. Bon, de confiance, on va attendre de la production majorée de la part des négociateurs. Voilà, cette liaison entre digital et productivité, est-ce que dans un groupe, bon voilà, Citia, aujourd'hui c'est sur le podium hein, des administrateurs de biens, avec des préoccupations aussi, bien évidemment financières, même si vous avez un actionnaire particulier. Voilà, est-ce que vous faites cette liaison entre digital et productivité ou pas vraiment? On ne le fait pas forcément sur le gestionnaire, on va le faire plus sur le poste de l'assistante et de la comptable, avec une capacité à gagner du temps sur des choses qui ne seraient pas à valeur ajoutée et à pouvoir recentrer quand même comme ça notre comptable, par exemple sur le contact client, et je rebondis sur l'intervenant précédent, c'est exactement ça, c'est favoriser, donner plus de temps dans la relation et diminuer le temps lié à des choses d'ordre technique. Je prends un exemple tout simple, et ces 2 mois ont servi à ça, et un exemple très concret, la LRE. On a fait notre campagne d'adhésion, on a profité de ce moment, entre guillemets, en sachant que nos clients, la lettre commandée électronique. Ah voilà, c'est bon. Excuse-moi, Henri, pardon. La lettre commandée électronique. On a profité de cette période où on se disait que nos clients devaient être sensibles justement à ça pour promouvoir cet outil qui est un outil de simplification. C'est recevoir par mail sa lettre commandée, fini pour aller à la poste, mais aussi pour nous aussi, pour une assistante, c'est moins de temps passé derrière un copieur à mettre sous pli, à organiser une future convocation, et on sait le temps que ça représente avec toutes les possibilités d'ailleurs d'erreur autour de ça. Aujourd'hui, on a un taux d'adhésion de 30% de notre portefeuille. C'est juste énorme. Même dans mes plus beaux rêves, je ne pensais pas, dans le cadre d'une première campagne, arriver à ce taux d'adhésion-là. Et surtout, une satisfaction des clients sur le fait qu'on leur propose ça. Et en plus, il y a une économie. On est dans l'air du temps, il y a un côté écologique, moins de papier, etc. Mais il y a une vraie économie pour nos copropriétés autour de ça. Eh bien, le temps qui va être gagné sur l'assistante, on peut imaginer qu'on va le consacrer à autre chose dans la relation client, au téléphone, sur le fonctionnement, dans l'accueil physique. Pareil pour les comptables, on a parlé des scans, on a parlé de la GED, on a parlé de l'OCR, c'est un vrai gain de temps. On ne fait plus d'enregistrement manuel de factures maintenant. Avec l'OCR, c'est une reconnaissance des valeurs, des libellés et un impact immédiat sur le compte de la copropriété concernée. On pourrait se dire que la comptable n'a plus d'utilité. C'est tout le contraire. Elle ne fait plus ce travail-là.
mais elle fait autre chose. Et cette autre chose, c'est par exemple participer de manière maintenant systématique aux révisions de comptes. C'est accompagner le client dans l'explication des factures. C'est prendre son temps au téléphone, et qui sait que des fois c'est nécessaire, pour expliquer les comptes, le fonctionnement d'une copropriété. Donc c'est vraiment, voilà, je pense, on parlait tout à l'heure de taille humaine aussi dans les agences. On a des cabinets qui font entre 6 et 10 000 lots en moyenne, pour prendre cette fourchette large, ce qui veut dire qu'on a entre 3 et 4 comptables. À un moment donné, la suppression de postes, ça voudrait dire quoi? Ben, ça voudrait dire qu'on marcherait sur une jambe. Et si j'ai une comptable, ma seule comptable ou mes 2 comptables qui ont une problématique d'ordre divers, santé, tout ça, j'ai plus personne. Donc là aussi, ça limite toutes les possibilités. À un moment donné, on ne peut pas tirer sur la bête tout le temps. Il y a un minimum de services à apporter, mais c'est par contre laisser et permettre à nos équipes d'apporter une vraie valeur ajoutée dans le cadre de la relation client. Oui, et intéressant d'ailleurs le métier de comptable qui, à t'écouter, devient plus commercial, puisque ce que tu as décrit, c'est des relations majorées avec le client, parce que la partie, allez, on va dire mécanique, technique, oui, est facilitée, tout à fait. Exactement. Alors, des internautes te font un reproche, donc moi très honnêtement, je le répercute, d'autant que je suis de leur avis. Tu as parlé de l'assistante et de la comptable. Et donc, il faudrait que tu dises que ça peut aussi être des hommes. Hein, voilà, c'est pas des fonds. Pardon. Bon, c'est voilà. vrai. C'est vrai. Mais à culpa. C'était une simplification. On a, pour te répondre, Henri, précisément, on a 80% de femmes dans notre entreprise sur ces postes-là en particulier. Je pense qu'on dépasse même largement ce taux. Mais c'est vrai, et on a des assistants, et évidemment, on a des comptables. Et on a des femmes gestionnaires. Et on a des femmes gestionnaires. Une question que je pose à l'un comme à l'autre d'ailleurs, dans le groupe, vos commerciaux, enfin on les appelle comme ça par facilité, même si on voit bien que les autres aussi ont une dimension commerciale, c'est-à-dire les négociateurs vente et location sont des salariés. Oui. Parle du groupe Citia, sont des salariés. Hein, 100% de nos collaborateurs sont salariés. Voilà. Les commerciaux, oui, tout à fait. Stéphane parlait de l'envie de revenir au travail parce qu'évidemment, leur mode de rémunération dépend directement de la production. C'était ça le propos, hein, Stéphane? Tout à fait. D'accord. Leur variable. Leur variable. La part variable. On a 2 statuts différents selon s'ils sont conseillers loc ou conseillers transaction. Mais effectivement, ce qui fait le plus de leur rémunération, c'est bien entendu le variable. Un négociateur, ce qui l'intéresse, c'est ce côté challenge variable. Bien sûr. Une question brutale là-dessus, je pourrais la poser aux autres patrons d'entreprise, mais imaginons demain que le marché de la transaction n'ait pas le même dynamisme. Beaucoup l'imaginent parce qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui peuvent y conduire. Et allez, on peut imaginer, je ne sais pas, 20 ou 30% de production de moins. Le modèle salarié, est-ce qu'il souffrira à ce moment-là, chez Citia ou ailleurs? Est-ce qu'il y aura peut-être là aussi du temps partiel chez les négociateurs si le marché, si le sous-jacent se réduit? Comment on peut anticiper là-dessus quand on a fait le choix du salariat? Donc je ne poserai pas la question au bon agent, par exemple, que dans votre giron, c'est un autre modèle. Nous avons fait le choix de sécuriser nos collaborateurs en leur donnant un statut de salarié. D'accord? On a traversé, l'entreprise, Frédéric le disait tout à l'heure, fête cette année très particulière, c'est 30 ans. Et tu le sais bien, Henri, en 30 ans, des crises immobilières, on en a traversé. Absolument. On a toujours rebondi sans se séparer de nos collaborateurs. Il y a toujours, alors c'est une statistique, je ne sais pas si le chiffre est encore bon, mais on sait qu'il y a, bon an, mal an, toujours 4% des logements qui évoluent entre les mutations, la mobilité, les décès, les divorces. Il y a toujours un mouvement, même pendant la crise. Il peut y avoir un raccord sur le prix, sur la valeur. Ça, je suis d'accord. Mais il y a toujours un besoin de se loger. Il y a toujours des gens qui voudront être propriétaires, c'est très français, être propriétaires de leur logement. Et donc, il n'y a pas de raison que la variable d'ajustement, ce soit nos collaborateurs.
Donc nous avons fait le choix et nous le maintenons. C'est un choix propre à Citia. Hein. Frédéric le disait tout à l'heure, que ce soit chez Laforêt, chez Guy Hockey et encore plus bien sûr au Bon Agent, le regard est différent. Mais chez nous, nos collaborateurs sont salariés, ils ne seront pas... S'il y avait un retournement de marché, alors je ne suis pas devin, mais les premiers chiffres que l'on a eus depuis 2 jours ont tendance à absolument pas aller dans ce sens-là. Au contraire, hein, ils sont même plutôt très rassurants sur le marché. Alors qu'après, il y a des ajustements de prix, comme je le disais, ça arrivera. Il y a des endroits, il y a des biens. C'est une conséquence, et on le sait bien, de ce que l'on vient de vivre. Il y a des choses qui trouveront moins preneurs demain, et donc on aura des conséquences sur le prix. Mais nous avons l'avantage d'être situés dans toute la France. Et que l'on soit à Sedan ou à Cannes, il y a besoin d'avoir des appartements qui se vendent et qui s'achètent. Le prix au mètre carré, je le conçois, n'est pas le même. Mais il n'empêche que nous, notre équipe à Sedan, notre négociateur à Sedan, il fait entre 60 et 70 ventes par an. Il n'est pas à 8 ou 10 000 euros le mètre carré, mais il gagne sa vie. Et il la gagne bien. C'est clair. D'accord, parfait. Donc, la réponse, en tout cas, de Citia est très, très claire. Merci beaucoup. Je vais donner la parole. Ils ont peut-être des questions, des relances, des objections à Benjamin, François-Emmanuel et Émilie, sachant que ce seront les derniers propos, parce que nous sommes hors du temps imparti, encore une fois, même s'il n'y a aucune gravité. Et on fait ce qu'on veut. Je vais laisser François-Emmanuel et Benjamin intervenir, puis je conclurai. On va le faire donc dans le sens inverse, je vais prendre la parole. En vous entendant, j'ai le sentiment aussi que les habitudes de consommation changent terriblement. Mes enfants ne m'écoutent pas s'ils ne me voient pas sur le téléphone. Et ce ne sont pas que, je sais que même entre nous, quand nous appelons en visio nécessairement. C'est une façon de capter l'attention. Alors, c'est peut-être un peu plus impactant, et de ce fait-là, on a l'impression de se faire mieux entendre. Et je pense véritablement qu'avec les clients, il y a un moment où le téléphone va devenir presque caduc. Et il faudra bien avoir ces contacts-là aussi en visio. Et c'est peut-être par la contrainte des choses qu'actuellement nous avançons. Je pense que véritablement, ce moment que nous venons de vivre aura été une rupture technologique et va nous accompagner finalement un peu de force sur une nouvelle ère numérique. Et j'espère, mais je l'ai déjà dit la semaine dernière, qu'on ira vers un peu plus de pragmatisme, parce que tous les dispositifs qui ont été prévus, on a parlé de la lettre commande électronique, il n'y a qu'une seule société qui soit habilitée en France pour la délivrer. Donc c'est quand même forcément faire preuve d'un manque de vision. Il y a aussi sur la partie des numérisations de factures, la dématérialisation, on n'est pas très clair non plus sur leur conservation. Donc, est-ce qu'on doit conserver des originaux ou pas? Si vous avez un contrôle de l'URSSAF, typiquement, il n'accepte que des originaux. Donc, j'espère qu'à un moment ou à un autre, on sera un peu plus pragmatique, comme la tenue d'assemblée générale qui doit avoir un compte-rendu détaillant les incidents de connexion. C'est absolument absurde. Donc, il y a un moment où il faudra, j'espère, faire preuve d'un peu plus de concret dans nos relations aussi. Merci beaucoup, François-Emmanuel. Benjamin. C'était extrêmement intéressant de vous entendre, parce que je pense que les approches des groupes et des cabinets, des plus petits cabinets, n'est pas forcément la même si on voit que la digitalisation va nous obliger à travailler différemment. Je pense que l'évolution digitale ne doit pas exclure un certain nombre de nos clients. On a encore un certain nombre de clients qui n'ont pas accès au digital, et je pense qu'il faudra ne pas les oublier parce que c'est une part importante de nos cabinets. Et enfin, la digitalisation va permettre la transformation, comme vous l'avez dit, de certains postes. Bientôt, je pense qu'un comptable, on l'appellera contrôleur de gestion. Et le fait de qualifier son poste
lui permettra de passer plus de temps à expliquer les raisons les raisons et les facturations d'un immeuble plutôt que juste lui expliquer que cette facture est passée à telle date, que ce soit pour les consommations énergétiques ou autres. Je pense que ça se rapprochera plus du contrôle de gestion et cela est valable pour les comptables, mais comme pour les autres nos cabinets. Et on trouve facilement des collaborateurs, notamment en comptabilité, si la valeur ajoutée et le nom changent. Parce que c'est un métier dans lequel on peine beaucoup dans les écoles à vous fournir des talents. C'est un vrai sujet. Exactement, c'est un vrai sujet et on a une vraie demande à ce sujet. Merci beaucoup. Alors, j'intercale un propos personnel avant qu'Émilie, tout seigneur, tout honneur, clôture ce débat, cette soirée. Je voudrais vous remercier tous les quatre parce que j'ai entendu des choses très claires, très nettes. Vous avez pris position sur des sujets sur lesquels je vous ai mené sans ménagement. C'est le maintien des effectifs, le profil des postes, la charge, c'est est-ce qu'il faut à tout craint basculer dans le digital, et au risque, et vous en avez plaisanté, de dire on est traditionnaliste, vous avez expliqué pourquoi vous faisiez tel ou tel choix, mais aussi pourquoi vous avanciez. Voilà, moi je trouve qu'on n'entend pas toujours des propos aussi clairs sur des sujets qui vous impliquent, parce que c'est des sujets de stratégie d'entreprise. Donc je voudrais en remercier Frédéric et Stéphane, José et Eric. Voilà. Émilie. Merci Henri. Effectivement, je voulais conclure d'abord en vous disant que à réception de l'enquête menée de main de maître par Augustin Optime, elle est en ligne. J'ai été hyper déçue. Elle est en ligne. Elle l'a été pendant la conférence. D'accord. Moi, j'ai d'abord été très déçue de certains chiffres parce qu'en fait, on voit bien qu'on sait s'adapter que lorsque on y est forcé. Et alors qu'en fait, aujourd'hui, il va falloir écouter, suite à cette crise et au mode d'expression et d'effectuer nos tâches et nos métiers, il va falloir écouter les clients et les collaborateurs sur ce qu'ils vont vouloir exactement garder ces nouvelles manières d'avoir exercé nos métiers. Et ils vont choisir en fait de conserver certaines pratiques. Et il va falloir, de notre côté, expliquer en fait, tant aux clients d'ailleurs qu'aux collaborateurs, l'intérêt et l'avantage de garder ces modes nouveaux d'exercice de nos métiers et les avantages qu'ils ont, de façon à ce que nos collaborateurs puissent effectivement, comme le disait José, monter en compétences et se consacrent en fait sur leur vrai rôle. Et le vrai rôle d'un syndic, d'un gestionnaire, d'un transactionnaire, c'est le conseil. Et c'est de s'adapter et d'adapter en fait l'exercice de son métier à la personne qu'il a en face de lui, qu'il l'ait en visio ou en physique. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Et j'espère vous voir toujours aussi nombreux pour la prochaine conférence du 2 juin. Merci à tous. Merci beaucoup. Apéritif maintenant, chacun chez soi.